Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme le titre de la vidéo vous l'indique, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan du mois de la fantaisie. Il est temps, on est quelque chose comme le 15 juin. Donc voilà, ça fait un petit moment que le mois de la fantaisie est terminé. Et bien du coup, je vais vous présenter tout ce que j'ai lu. Et je passerai très vite sur certaines lectures que vous avez vues un petit peu tout au long de mon dernier vlog, voilà. Et puis je m'attarderai un petit peu plus sur les lectures que je ne vous ai pas présentées. Donc je vais reprendre tout le menu, voilà, j'ai mon petit carnet. Voilà, tout est tombé, c'est pas grave. Voilà, j'ai mon petit carnet avec moi et je vais reprendre tout le menu, comme ça je ferai sous-catégorie par sous-catégorie. Donc tout d'abord, le premier menu c'était bien au chaud dans notre monde et la première sous-catégorie c'était nous avons appris. Et là je n'avais rien mis donc je n'ai rien lu. Ensuite c'était nous avons vécu de longues aventures et là il fallait partir dans une suite de sagas et moi j'ai terminé une saga donc je suis plutôt très contente. Donc j'ai lu le troisième tome du Paris des Merveilles de Pierre Pével et c'est du coup Le Royaume Immobile. Donc moi je les ai chez Folio SF, mais Brajlon vient de sortir un intégral sublime et si vous avez un petit peu de sous, il y a un intégral en hardback illustré il me semble qui est d'une beauté. Voilà. Mais voilà, moi je les ai en format poche et j'ai un petit peu réfléchi pour m'acheter l'intégrale. Et puis après je me suis dit, Julie, est-ce bien raisonnable d'acheter un livre en sachant que tu les as déjà? Bref, je suis tiraillée parce que cette saga est une saga génialissime. Pierre Pével a une plume. Voilà, j'arrête pas de recommander ce livre. Et je vous le recommande si vous arrivez, voilà, et que vous l'avez toujours pas lu, foncez acheter Le Paris des Merveilles de Pierre Pével. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup hésité à m'acheter une version sublimissime de cette trilogie. Et puis finalement, voilà, je reste avec mes formats poche, tant pis pour moi. Peut-être jusqu'au jour où je craquerai, vous verrez bien. Mystère. Enfin voilà. Bref, je vais arrêter l'éloge de ce livre et peut-être vous en faire un résumé. Donc ici on est dans un Paris un petit peu steampunk où vivent en cohabitation les humains, les mages, les elfes, il y a des petits dragons ailés, il y a des chats ailés, enfin voilà, plein de créatures magnifiques, merveilleuses, magiques et waouh, ouais, c'est juste l'univers est dingue. Et puis si vous descendez dans une certaine gare, je me souviens plus du nom, mais vous prenez le train direction Ambremer et vous arrivez dans la capitale Ambremer qui est la capitale du royaume elfique. Dans ce tome-ci on suit Hippolyte Griffon qui va essayer de rétablir l'honneur d'un de ses amis qui est accusé d'avoir tué un autre mage d'un autre cercle, et pour éviter un petit peu toute guerre entre eux, parce que il faut peut-être que je vous explique. J'ai peur de spoiler, mais en fait il y a différents cercles de mages et ils s'entendent pas tous très bien. Hippolyte Griffon fait partie du cercle Cyan et il y a le cercle Incarnat, il y a différents cercles, voilà. Et le cercle Cyan et le cercle Incarnat sont un petit peu en tension et donc son ami est accusé d'avoir tué un mage du cercle Incarnat. Et du coup, voilà, pour rétablir l'honneur de son ami, il va enquêter. Et une enquête va en soulever une autre, et puis voilà, on va explorer le monde, l'histoire d'Ambremer, le monde féerique. Et c'est génial, voilà, je suis pas sûre que mon résumé de ce tome-ci lui rende réellement hommage, parce que voilà, j'ai beaucoup de mal à résumer un tome 3 parce que c'est quand même un tome 3 sans spoiler les autres, bien que ce soit à chaque fois 3 histoires bien distinctes.
Mais voilà, j'ai pas envie de trop vous en dire, ni sur Griffon parce qu'il gagne à être découvert, ni sur l'univers parce que Pierre Pével le fait tellement mieux que moi. Et juste découvrez, si vous aimez la fantaisie et si vous avez toujours pas lu cet auteur, voilà, il gagne à être découvert. Et voilà, vraiment foncez parce que moi c'est une saga coup de cœur, enfin une trilogie coup de cœur. Et j'ai tellement eu du mal à quitter l'univers que je suis allée sur Livre Addict pour aller fouiner, voir si l'auteur avait pas fait quelque chose dans ce genre-là. Voilà, bien que j'ai les larmes du cardinal dans ma pile à lire encore, mais voilà, je voulais aller voir ce que l'auteur avait fait d'autre et si voilà, il n'y avait pas autre chose dans l'univers du Paris des Merveilles. Et j'ai eu de la chance, voilà, parce que j'ai découvert, je vais vous montrer. Je vais vous montrer le tome 2, mais du coup j'ai découvert Les Artilleuses, donc c'est de Pierre Pével et attendez, parce que du coup ici il y a que son nom de famille, Étienne Willem. Donc là c'est le tome 2, le portrait de l'antiquaire, mais j'ai le tome 1 en bas qui s'appelle La Séguilaire. Donc c'est une bande dessinée parue aux éditions Dracou et c'est juste extra. Je ne savais pas du tout que Pierre Pével avait fait une bande dessinée dans l'univers du Paris des Merveilles. Donc si comme moi, ce roman a été une énorme claque, si vous avez adoré la lecture du Paris des Merveilles, eh bien sachez que vous pouvez faire durer le plaisir et continuer à le savourer, on va dire ça comme ça, avec les bandes dessinées qu'il a fait. Il y en a 3, il y en a 2 qui sont déjà sorties et la troisième, j'espère qu'elle sortira incessamment sous peu. Et voilà, ici on suit du coup 3 jeunes femmes qui sont une elfe, une mage et on dit une mage? Non, une magicienne, pardon, et une américaine. Donc ces 3 jeunes femmes ont été engagées pour voler un sigillaire, qui est un anneau avec un sceau sur le dessus pour cacheter des enveloppes, voilà, notamment, ou rendre des documents officiels, je crois, si je me souviens bien. Bref, sauf que le jour où elles vont aller à leur rendez-vous pour la revente de cet objet, ça va pas se passer comme prévu et elles vont s'attirer pas mal d'ennuis, on va dire ça comme ça. C'est très chouette, j'aime beaucoup les illustrations. Je vais vous montrer sans aller trop loin parce que je veux pas spoiler. Mais moi ça me fait beaucoup penser aux illustrations des Lucky Luke, voilà. Voilà. C'est un trio de femmes assez badass qui ont la gâchette facile et ça se lit hyper bien, c'est hyper fun et j'adore. Voilà. Donc si vous aimez le Paris des Merveilles et que vous lisez de la bande dessinée, que vous appréciez les graphiques, je vous le recommande vraiment très chaudement. Je vous spoil absolument tout mon point lecture du mois de juin parce que pour l'instant c'est la seule chose que j'ai lue, mais voilà, c'est très chouette. Ensuite, la sous-catégorie suivante, c'est nous avons rencontré des gens exceptionnels, et là il fallait lire quelque chose en rapport avec la magie et la sorcellerie. Et moi j'avais mis La 8e couleur de Terry Pratchett et je ne l'ai pas ouvert. Voilà, je sais pas si je vais réussir à lire Terry Pratchett. J'avoue que son côté un petit peu loufoque me fait un peu peur. Voilà, très certainement, c'est pour ça que j'ai pas dû l'ouvrir encore. Pourtant j'en entends beaucoup de bien et il faudrait que je le lise quand même. La catégorie suivante, c'était nous avons découvert que nous avions un destin, et là il fallait lire quelque chose qui parle d'une quête ou d'un élu. Et moi je m'étais mis Une mer sans étoiles d'Erin Morgenstern,
que je n'ai pas lu. Voilà, parce que je ne pouvais pas tout lire. Et du coup, bah voilà, celui-ci est passé à la trappe. Le deuxième menu de ce challenge, c'était nous avons traversé la forêt. Et la première sous-catégorie, c'était et commençons le périple. Et il fallait du coup lire un livre qui parle de voyage. Et moi je m'étais mis le premier tome des Entremondes de Sin Eshley, paru aux éditions Lumen. Alors je me souviens plus vraiment du titre du premier tome, parce que ici je vous présente le tome 2. J'ai rendu le tome 1 à ma voisine parce que du coup je lui avais emprunté. Et donc dans ces romans, qui est un roman jeunesse, je tiens à le préciser, c'est écrit très gros, c'est bien aéré. Voilà, et ça se lit très très vite. Donc voilà. Si vous cherchez un petit quelque chose pour un ado, voilà, cet été, c'est plutôt sympa. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment. Ici on suit un jeune garçon. Je mangeais son nom, impossible de le retrouver, il n'est pas dans le résumé et je ne le trouve pas dans... Je le trouve pas dans le livre. J'ai un doute, je sais pas si c'est Nico ou pas. Enfin bref, bon, c'est pas grave. Ce jeune garçon a une soeur jumelle qui est malade et tous les deux ont été élevés par leur grand-mère parce que leur père a disparu et leur mère est décédée. Sauf que ça devient difficile pour sa grand-mère de subvenir aux besoins médicaux de sa sœur. Et ce jeune garçon se dit que ce serait quand même beaucoup plus simple s'il arrivait à retrouver son père. Et donc un jour en passant devant un hôtel, il va voir un garçon plutôt étrange avec des gens plutôt étranges. Et ce garçon va lui expliquer que son père avait un secret et qu'il faisait partie du personnel de l'hôtel, d'un hôtel. Et dans cet hôtel qui est très mystérieux, quand vous vous y baladez, quand vous ouvrez les portes, et bien vous voyagez de ville en ville, de pays en pays, de capitale en capitale. Autant vous rentrez dans une pièce et vous vous trouvez en Russie. Et si vous allez 2 couloirs plus loin, et bien vous vous retrouvez en Chine. Voilà, c'est vraiment très très bien. Et dans cet hôtel se passent des choses plus ou moins étranges. Et c'est vraiment très bien, ça fait beaucoup voyager, hein. C'était le thème du menu. Et puis en plus vous avez du coup une quête parce que ce jeune garçon est à la recherche de son père qui a disparu. Et puis vous avez aussi une enquête parce qu'il se passe des choses étranges dans ces pays. Voilà, donc c'est plutôt sympa, c'est assez complexe parce que du coup il y a tout un univers magique à découvrir. C'est aussi assez riche et ça m'a beaucoup plu. Il y a des fois, voilà, ça me laisse un petit peu, c'est pas mauvais, mais je me dis bon c'est semblable avec d'autres choses que j'ai déjà lues. Mais là c'est vraiment différent et c'est vraiment chouette. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'ai hâte de continuer parce que voilà, j'ai pas encore lu le tome 2, donc j'ai hâte de continuer à suivre ces personnages, bien que je ne me souviens pas du nom de ce garçon. Cassandra, c'est sa sœur. Bref, c'est pas très grave. Je vais lire le tome 2 puis je vous redirai le nom du jeune homme. Ensuite, j'ai donc la deuxième sous-catégorie du deuxième menu, c'est à la rencontre des autres. Et là, il fallait lire des livres sur le petit peuple. Quand j'ai fait mon menu, j'avais rien pour rentrer là-dedans et je me suis dit que des petites bandes dessinées, ça permettrait de faire la transition entre 2 gros romans de fantasy. Parce que parfois, quand vous sortez d'un univers, c'est difficile de plonger directement dans un autre. Voilà, il y a des fois c'est facile et puis il y a des fois, voilà, vous avez encore l'univers, vous êtes encore dans l'autre univers et du coup c'est un peu difficile. Donc pour faire des petites transitions, parfois les graphiques c'est bien.
Donc j'ai lu ces deux-là. Le tome 4, c'est de Corberen et Bordier. Donc c'est L'élu des semi-elfes, paru aux éditions Soleil. Et on va suivre du coup le peuple des semi-elfes. Donc pour ceux qui l'ignorent, chaque bande dessinée est vouée à une race d'elfes. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà. Ici du coup c'est les semi-elfes. Les elfes qui sont nés d'un parent humain et d'un parent elfe. Et donc c'est un peuple un petit peu bâtard qui est souvent emprisonné et voilà, envoyé à travailler dans des mines, il me semble. Et donc là ils vont réclamer leur liberté et puis tout simplement chercher à vivre de manière libre et autonome, à créer une autre espèce d'elfes en fait, voilà, les semi-elfes. Et c'était plutôt sympa, je vais vous montrer quelques planches. Cette bande dessinée pour moi c'est pas... voilà. J'aime bien en lire de temps en temps mais c'est pas... C'est pas waouh, c'est mon chéri qui les lit, moi je suis pas à fond dedans, vous voyez. Voilà, les planches sont comme ça. Et voilà, Lilian a commencé à prendre ses bandes dessinées parce qu'elle aime bien regarder les livres, nos livres à nous. Et je lui ai expliqué que voilà, c'était pas des livres pour les enfants et qu'il y avait des choses un petit peu violentes. Donc je lui ai demandé de pas regarder parce que je trouve qu'il y a des scènes de sexe, il y a des scènes de mort. Voilà, la première scène, on voit un type se faire décapiter. Voilà, donc voilà, les scènes de nuit, les choses comme ça. Celui-ci, il l'a feuilleté, ça m'a pas dérangé, vous voyez, parce que les choses sont subjectives. On voit des scènes, voilà, des scènes de cambriolage avec des fusillades, des choses comme ça. Mais tout est subjectif, la personne est simplement blessée et il y a du sang. Là, on voit une tête volée, quoi. Donc je lui ai expliqué que je voulais pas trop qu'il regarde ces genres de bandes dessinées. Il comprend, voilà, je lui ai dit quand tu seras plus grand. Et donc la seconde c'était donc toujours Elf, donc le 5e tome. Les auteurs sont différents, donc c'est de Adrien et Mahai, il me semble. Donc là c'est la dynastie des elfes noirs, toujours paru aux éditions Soleil. Et ici on suit du coup les elfes noirs. Ce sont une espèce d'elfes qui sont particulièrement barbares. Et en fait, c'est pas une espèce d'elfe qui existe, c'est un gène qui peut se retrouver dans toutes les espèces d'elfes. Donc quand je sais pas moi, chez un elfe sylvain, chez un elfe sylvain se développe ce gène-là, le gène de la barbarie, voilà, tout simplement. Et bien ils sont envoyés dans une école où ils apprennent à devenir des tueurs, des tueurs, tout simplement. Et donc voilà, on suit un petit peu ce qui se passe dans cette académie de meurtriers, de tueurs, de barbares, pour devenir tout simplement des assassins. Voilà. On est un petit peu dans cet univers là et là les graphismes sont beaucoup plus noirs, hein. Voilà, un petit peu. Donc voilà pour ces bandes dessinées. Comme je vous le dis, j'ai passé un bon moment, mais voilà, c'était sans plus. Ensuite, parce que là du coup j'ai pris beaucoup plus de plaisir à la lecture, je vais vous montrer les deux parce que je les vois pas assez passer ces mangas et je les trouve mais tellement chouettes. Je vous ai déjà fait le speech des deux, donc simplement je vous les remontre. Quand je suis allée en librairie, j'ai craqué sur Mes voisins les esprits, le tome 2, parce que j'ai vu qu'il était sorti tout simplement. Donc c'est de Shiroto Ushio, paru aux éditions Dokidoki. J'avais lu le tome 1 il y a au moins 2 ans et
J'avais beaucoup aimé, j'adore cette couverture. Et en fait, quand du coup j'étais allée me renseigner pour savoir s'il en existait d'autres, enfin voilà, si la saga, j'étais partie pour une saga en 50 tomes ou pas, j'ai vu que ça avait pas fait... ça n'avait pas bien marché en fait au Japon et du coup ils savaient pas si la maison d'édition allait éditer les autres, donc j'étais un petit peu, enfin voilà, sur le coup j'étais un peu dégoûtée et puis après j'ai un peu oublié. Et quand je suis allée en magasin et que j'ai trouvé le tome 2, je me suis dit non mais trop bien. Et du coup je l'ai glissé dans ma pile à lire du mois de la fantaisie. Ici on suit une jeune fille qui voit des esprits japonais, donc voilà, on part à la découverte de différents esprits de la culture japonaise et c'est vraiment très chouette, donc voilà, si ça vous tente, ils sont vraiment bien. Et du coup une fois que j'ai trouvé le tome 2, j'ai un peu regardé et il prévoit 4 tomes il me semble de ce que j'en ai vu et le tome 3 est sorti. Voilà. Donc si ça vous tente, c'est pas une saga à rallonge. Enfin, voilà. Ensuite, la troisième sous-catégorie de ce menu, c'était une partie à cloche-pied et là il fallait se challenger. Et moi j'avais prévu du coup de lire une demi-journée, une matinée. J'ai bien lu, honnêtement j'ai vraiment bien lu parce que j'arrive à caler les siestes de mes enfants en même temps. Vous voyez, là je vous filme, Julian et Aria dorment, donc du coup j'arrive à avoir des moments dans l'après-midi où je peux bien bouquiner. Mais voilà, j'ai pas fait toute une matinée enfin toute une demi-journée de lecture parce que voilà, c'est pas encore possible. Mes enfants sont trop petits, Aria a besoin de moi, voilà, donc non, c'est pas encore possible, mais un jour, quand ils seront un peu plus grands. Et mademoiselle Lily qui vient faire un coco. Tu vas te mettre là. Donc ensuite, la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est la fin en la survolant. Et là, du coup, j'avais rien mis, en tout cas rien pour moi. J'avais mis un petit album jeunesse dans mon menu original. Et voilà, donc j'ai lu l'album jeunesse. J'ai lu cet album jeunesse à mes enfants. Oh, t'es allée te mettre où que t'as plein de grappaillons, cocotte? Donc c'est Il était une fois le feu des dragons de Béatrice Blou, paru aux éditions Urban, non Little Urban pardon. J'adore cet album, de toute façon vous le savez, c'est au moins la 5e fois que je vous le présente ici. Donc si vous avez des petits enfants entre 4 et 7 ans, je pense qu'à 7 ans ils peuvent le lire tout seuls, mais voilà, entre 4 et 7 ans c'est très chouette. Voilà. Vraiment, il est magnifique, il a des dorures, il a des graphismes hyper beaux. Enfin voilà, j'adore. Et du coup, pareil, lors d'un passage en librairie, je me suis acheté le tome 2 des chroniques de Spiderwick et voilà, je l'ai lu. Et on parle de Griffon, alors je me suis dit que ça passerait ni vu ni connu dans mon challenge, dans cette catégorie. Donc je valide cette sous-catégorie avec le deuxième tome des chroniques de Spiderwick. Je l'ai pas et je peux pas vous le montrer parce qu'il est dans la bibliothèque de mes enfants, donc voilà, du coup je vous en parle comme ça. Je vous l'ai déjà speeché 2 fois, je dis pas de bêtises, donc voilà. Ensuite, le troisième menu, c'est vers d'autres contrées. Et la première sous-catégorie, c'était pour y trouver l'amour. Et moi, je m'étais mis Circé de Madeline Miller. Ouais, Madeline Miller. Je l'ai commencé et je suis pas bien rentrée dedans. Je pense que ça s'explique parce que j'étais en train de lire Elantris. Et Elantris quoi. Voilà, du coup je l'ai mis de côté et je le reprendrai très certainement là au cours du mois parce que j'ai très envie de le lire quand même et j'ai pas envie de le laisser trop longtemps en attente. Voilà. Et du coup, la deuxième sous-catégorie de ce menu, c'était pour y trouver un apprenti et donc il fallait y mettre un livre jeunesse, de littérature jeunesse. Donc ici j'y ai mis Le Monde des Willan, donc le premier tome, La forêt des captifs que j'ai aux éditions Rajo. Et donc ici on va suivre notre héroïne et je suis très contente parce que
On grimpe d'un niveau, voilà, au niveau intensité, au niveau force, au niveau aussi barbarie, hein, mais voilà, au niveau magie, tout ça, par rapport à la quête des Willan, on monte en puissance et j'aime beaucoup. Voilà. C'est très difficile pour moi de vous résumer ce tome là sans vous spoiler l'autre. Donc dans la quête des Willan, Willan va découvrir un monde magique, le monde de Gwendalavir, si je le prononce bien. Voilà, et elle va découvrir du coup qu'elle fait partie de ce monde, qu'elle a des pouvoirs magiques et j'adore vraiment l'expression de cette magie parce que il faut dessiner dans l'imaginaire. En fait, c'est assez incroyable cette façon de réaliser la magie et je trouve ça voilà, juste extra. Voilà, c'est très original et c'est super. Et donc elle va partir en quête de ses origines dans la quête des Willan. Ici, dans le monde des Willan, c'est l'inverse. C'est Willan qui va rentrer, enfin qui va partir en mission dans le monde des humains et il va lui arriver des péripéties, elle va se faire kidnapper. Et les personnages de Gwendalavir vont évoluer dans le monde réel, si je puis dire, le monde des vivants. C'est assez... C'est complexe à expliquer, mais c'est parce que, comme je vous dis, c'est un tome 1, mais il vient après la quête des Willan. Donc voilà, je veux pas trop en dire sur la quête des Willan. J'aurais adoré le découvrir à 15-16 ans, voilà, parce que vraiment c'est un très bon jeunesse. Ouais. Pierre Bottero a fait un truc dingue. Ensuite, la troisième sous-catégorie de ce menu, c'était se laisser porter. Et là, il fallait soit lire un livre de l'ALCI. Alors, il y avait 2 livres en lecture commune de prévu. Il y avait Elantris et il y avait une autre. Il y avait Pavot dans La guerre des pavots, je crois. Il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais voilà, il y avait 2 lectures communes de prévu. Ou alors, il fallait demander à quelqu'un de vous choisir un livre. Moi, j'ai choisi Elantris. Je vais vous mettre le tome 1. Alors, comme je vous l'avais dit, moi je l'ai en 2 tomes. Donc, j'ai le tome 1, La Chute, et le tome 2, Rédemption. Et donc c'est de Brandon Sanderson. Si je vous donne le nom de l'auteur, c'est mieux. J'avais prévu de lire le tome 1, moi. Et puis, en fait, c'était tellement bien, j'étais tellement dans l'univers que j'ai enchaîné directement avec le tome 2. C'est hyper rare que je fasse ça, que je lise 2 tomes dans la foulée. Mais là, voilà, j'étais dedans, c'était tellement bien que j'ai enchaîné. Donc c'est paru aux éditions Orbit, en tout cas pour les miens. J'ai tellement aimé cette histoire, j'ai tellement aimé la plume de l'auteur que je l'ai offert à ma belle-mère, donc la version intégrale, qui est parue aux éditions Le Livre de Poche, si je dis pas de bêtises. Voilà, et qui est vraiment très très belle. Enfin voilà, c'est vraiment une très très belle édition. Et du coup, ici, on va être dans un univers de fantasy, n'est-ce pas? Comment vous dire ça? On va suivre... non, on va pas suivre. On va pas commencer comme ça. Donc, Elantris, c'est une ville. Une ville dans laquelle, 10 ans avant que l'histoire ne commence, vivaient des espèces de demi-dieux, enfin c'était des hommes, et puis le Shaod les a contaminés, et quand vous étiez contaminé par le Shaod, vous vous transformiez et vous développiez des pouvoirs qui vous permettaient voilà, tout simplement de pouvoir guérir des gens, de pouvoir faire couler l'eau, je sais pas moi, je crois que vous pouviez aussi invoquer de la lumière, enfin voilà, vous deveniez une espèce de dieu, tout simplement. Et donc les gens du peuple venaient vous voir pour vous demander de guérir un tel, ou vous venez vous voir pour vous demander, je sais pas moi, de fabriquer des vêtements, etc. etc. C'était une cité apparemment magnifique,
Et puis un jour, les gens du peuple en ont eu marre de servir ces personnes ou d'être inférieurs à ces personnes-là. Et du coup, ils se sont révoltés. Ça a créé le Réode, c'est une espèce de révolution. Et pendant ce Réode, le Shaod donc, a muté. Et au lieu euh, de rendre ces gens un petit peu... bah au lieu de sublimer ces gens, de les élever au rang de Dieu, entre guillemets, c'est pas exactement ça, mais voilà, je sais pas comment vous l'expliquer autrement, mais au lieu de les élever au rang de Dieu, eh bien ça va les rendre malades et ils vont se retrouver entre la mort et le vivant. Ils sont ni tout à fait morts, ni tout à fait vivants. Ils ont le teint un peu gris avec des plaques, des taches noires sur le visage. Ils ont plus de cheveux. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on se rend compte que les personnes sont contaminées par le Shaod. Et du coup, ces personnes-là sont enfermées dans la citadelle d'Elantris, voilà, dans la cité d'Elantris. Et en fait, plus personne, une fois que vous êtes contaminé, on vous jette là-bas. Et vous avez un panier avec quelques provisions. Et puis après, on vous oublie, vous êtes là-bas. Et puis voilà, advienne que pourra, entre guillemets. Et puis un jour, c'est le prince qui va être contaminé par le Shaod. Il va du coup se transformer, il va être jeté à Elantris. Et à travers ses yeux, voilà, parce que du coup personne, enfin à part que c'est là-bas qu'on met les gens qui sont contaminés, personne n'en sait rien de cette ville, et donc on va découvrir nous cette ville à travers les yeux du prince. En parallèle, vous suivez aussi Sarene, qui était une princesse d'un autre pays, et le jour où elle va arriver dans la ville du prince, on va lui dire qu'il est mort. Et dans le contrat de mariage, elle va se retrouver mariée sans jamais avoir connu son époux. La jeune princesse va se rendre compte que eh bien, il y a pas mal de choses qui ne vont pas dans son royaume. On considère les femmes comme des cruches. Elle va mettre son grain de sel dans le gouvernement et elle va essayer de changer les choses. Et elle est hyper intelligente, elle est hyper badass, elle est hyper féministe. Et encore en parallèle de tout ça, vous suivez, vous faites, ça fait plusieurs chapitres. Vous avez un chapitre sur le prince, un chapitre sur sa reine et puis un chapitre sur un prêtre qui va essayer d'imposer sa religion. C'est un roman que je trouve assez incroyable parce que vous avez un univers incroyable, autant sur la magie que sur l'aspect politique, que sur l'aspect religieux. Vous avez un point de vue hyper féministe avec des idées, des idéaux, des idées politiques. Enfin voilà, c'est juste génial. C'est pas complexe. Vous avez aussi un point de vue religieux avec un prêtre qui essaye d'imposer voilà, sa religion par tous les moyens en fait. J'ai beaucoup aimé et du coup j'ai vraiment hâte de poursuivre avec Brandon Sanderson parce que ça a un petit peu pour moi démystifié la bête si vous voulez. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus complexe, beaucoup plus lourd, beaucoup moins fluide, que ça demande beaucoup plus d'efforts, enfin voilà, et pas du tout. Voilà, pas du tout. Si comme moi, vous avez très envie de vous laisser tenter par l'auteur, si comme moi, vous avez la trouille des longues sagas et des gros pavés, parce que ça a beau être un tome 1, partie 1, le premier tome des archives de Rochard doit faire au moins 800 pages, et c'est que la première partie, hein. Donc voilà, si comme moi, vous êtes un petit peu... voilà, réticente et vous êtes un peu trouillarde des pavés, parpaings, armes blanches, vous pouvez vous lancer dans l'intégrale d'Elantris. Mettez-vous un marque-page à la fin de la première partie, je pense que dans l'intégrale ça doit quand même être en 2 parties. Et vous dire ok je lis la première partie maintenant puis je pourrais attendre pour lire la deuxième partie. Et vous verrez, voilà. Au pire, vous aurez acheté qu'un seul roman et vous vous lancerez pas dans une
saga de 10 tomes, quelque chose comme ça. Enfin voilà, je vous recommande vraiment chaudement Brandon Sanderson. Moi, comme je vous dis, je suis une trouillarde des bricasses et pourtant j'ai acheté le premier tome des Archives de Rochard et je pense le lire rapidement parce que c'est hyper fluide en fait et ça se lit hyper facilement, c'est vachement immersif et voilà, ce serait trop dommage de s'arrêter à la taille des livres. Parfois, voilà, comme quoi il faut pas grand chose. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce menu, c'était découvrir une nouvelle ville et moi je m'étais mis L'Ours et le Rossignol. Je pourrais pas vous donner le nom de l'auteur parce que je m'en souviens plus, mais je l'ai pas lu. Voilà, je l'ai pas lu. Mais j'ai quand même pas mal lu et j'étais plutôt fière de moi pour ce mois de la fantaisie. Donc voilà pour mon bilan du mois de la fantaisie. Je vous invite à me mettre en commentaire ce que vous avez lu durant ce mois de mai, si vous avez participé au challenge ou pas. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut salut!